Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner qui entame sa saison 6. C'est une joie et un honneur de vous retrouver pour parler de l'actualité de la NBA. Pour ce premier numéro de la saison, on va évidemment parler de la Coupe du Monde de basketball où la France a été éliminée dans les phases de poule. J'avais promis également qu'on reviendrait sur les cas de James Harden et Damian Lillard, les deux gros cas de la Free Agency cet été. Et j'avais également promis que Charles serait présent pour ce premier numéro. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Merci d'avoir répondu présent Charles. Tu as tenu Ouais, ta écoute, promesse. c'est toujours un plaisir, même si, bon là, on va peut-être pas faire le numéro le plus joyeux qui soit. Tu parles de l'élimination de l'équipe de France. Ouais, forcément, c'est un peu la grosse actu basket en France, donc ça va être difficile de passer à côté de ça. Oui, entièrement d'accord avec toi. Et par contre, de mon côté, alors je comprends tout à fait. Forcément, je ne suis pas joyeux du tout que l'équipe de France soit éliminée de cette Coupe du Monde. Maintenant, Charles, j'ai envie de dire quand même que c'est loin d'être la première désillusion du basket français, mais alors de très très loin. Et on a un passif de dingue en termes de désillusion, en termes de déception. Et j'ai envie de croire que cet échec dans cette Coupe du Monde peut et doit nous servir de rampe de rampe de lancement, de nouveaux tremplins en vue des JO en 2024 à Paris. Ouais, tu vois le verre à moitié plein, c'est bien, c'est tout à ton honneur, mais moi je trouve que c'est un peu difficile là. Alors, attends, j'ai regardé un petit peu. Il suffit de passer en revue finalement l'histoire de l'équipe de France. Je rappelle qu'on n'était pas qualifié aux JO de 2004 ni de 2008, alors qu'on avait eu la médaille d'argent aux JO en 2000. Je me souviens très bien de cette finale face à Team USA, justement. Ce fameux match, je crois que c'est ce match où Vince Carter monte sur Fred Weiss. Il me semble bien que c'est en finale des JO. On ne fait pas les JO de 2004, on ne fait pas les JO de 2008. Pourquoi ? Parce qu'on se rétame totalement à l'Euro en 2007, où on termine 8e. L'Euro 2009, je rappelle qu'on fait les repêchages pour se qualifier. On gagne tous les matchs et on se fait battre par l'Espagne en quart de finale. On termine 5e de ce tournoi. Défaite contre le futur champion à l'époque. C'était extrêmement rageant. Euro 2011, c'est les belles années qui commencent. Finale perdue face aux Espagnols. 2012, enfin le retour au JO, éliminé en quart face à l'Espagne. Ce fameux match où Nicolas Batum va aller faire une faute intentionnelle sur Navarro en fin de match. C'était absolument hallucinant. Où il vise l'entrejambe. 2013, on est champion d'Europe. 2014, médaille de bronze à la Coupe du Monde. 2015, médaille de bronze à l'Euro. 2016, on est au JO. Encore une fois, c'est l'Espagne qui nous bat en quart de finale, mais il nous éclate 92-67. 2017, on est éliminé en huitième de finale de l'Euro face à l'Allemagne. En 2019, on bat la Team USA en quart de finale de la Coupe du Monde. Souvenez-vous, c'était formidable, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On finit avec une médaille de bronze. On est actuellement vice-champion olympique. Défaite de rien du tout contre l'équipe américaine en finale des JO à Tokyo. 2022, on est vice-champion d'Europe. Charlie, je comprends qu'on soit tous là déçus par cette défaite, par cette élimination qui arrive dès le début. Enfin, on commence le tournoi par 2 défaites Oui, c'est et ça, c'est qu'on on on est sort même pas éliminé. des poules, Donc, quoi. il n'y a aucun panache, il n'y a aucune raison de se réjouir, comme je le dis. On a un problème, on a plusieurs problèmes dont je voudrais parler avec toi. Mais voilà, l'équipe de France, c'est cette histoire de on se rétame, on se relève et on avance. Voilà. Pour toi, dans cette élimination en Coupe du Monde, là, quel est pour toi le problème majeur de cette équipe dans les défaites qu'on a vues ? Bah, d'un pur point de vue sportif, en fait, c'est compliqué parce que moi, je comprends ce que tu dis et t'as refait t'as fait la rétrospective de l'histoire de l'équipe de France de ces dernières années et tu as tout à fait raison. L'histoire de l'équipe de France de basket, c'est pas du tout des victoires à l'appel, des médailles systématiques, c'est pas ça. Et Mais là, il y a, on a une histoire récente qui est très belle. Ça fait 10 ans qu'on gagne. oui, mais Il là, il y a faut quand même le souligner, quoi. oui, mais C'est là, important. on est quand même à un an d'une échéance qui est l'échéance la plus importante, et il y a un contexte qui fait que
Tout à fait. En fait, ce qui est très compliqué quand on évoque ce sujet, c'est qu'en réalité, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'ai compris j'ai compris qu'on savait rien au moment de la déclaration de Nicolas Batum. La Mhm. déclaration de Batum à l'issue du match contre la Lettonie, elle est vraiment marquante. Il y a énormément de choses dedans. On sent évidemment beaucoup de frustration et d'émotion. Il parle Énormément, de ouais. honte. Il demande une remise en question globale. Et et ça en dit long sur la situation. Les problèmes, ils sont extrêmement nombreux et on a besoin de plus de détails pour comprendre ce qui se passe. Parce que dans sa déclaration, il y a quand même des éléments. Enfin, cette déclaration, c'est une grosse pierre dans le jardin de la Fédé. À un moment, il dit ce match caractérise ce qui s'est passé depuis 5 ou 6 semaines. C'est très lourd de sens et de sous-entendu. Ça veut quand même bien dire que tout a été fait à l'envers dans l'approche de cette compétition. Ça pose donc forcément beaucoup de questions et on n'est pas dans les coulisses, donc on ne sait pas précisément de quoi il parle. Peut-être qu'on en saura plus dans les semaines qui viennent, parce qu'il me semble qu'il a aussi sous-entendu qu'il en dirait plus à l'avenir, mais moi je trouve que ça laisse assez peu de place à l'optimisme. Alors, il y a des parties qu'on peut comprendre, on peut lire entre les lignes. Quand il parle de se priver de certains joueurs, on se doute bien que c'est le cas Hurtel qui est évoqué. Et on se doute bien qu'il n'a pas du tout apprécié la situation, la manière avec laquelle la situation a été gérée. Et d'ailleurs, par extension, on peut noter que c'est quand même pas la première fois qu'il y a des tensions entre les joueurs et la fédération, puisque très récemment, il y a eu le cas Marine Johannes, non convoquée pour Tout à l'Eurobasket fait. féminin et un temps menacée de rater les JO parce qu'elle souhaitait faire un aller-retour sur New York pour signer son contrat. Et à l'époque, déjà, Batum, comme bien d'autres d'ailleurs, avait pris fait et cause pour elle. Il avait eu une prise de parole qui était très claire et très critique sur la position de la Fédé. Il avait utilisé des termes qui étaient forts. Il a quand même dit, en s'adressant très clairement à la Fédé notamment, arrêtez de faire chier, bordel. C'est quand même extrêmement Mhm. violent, tu vois, dans des sports plus médiatisés, ça passerait pas inaperçu. Donc, il a dit qu'il trouvait ça mot pour mot dégueulasse. Enfin, bon, c'est quand même, voilà, on comprend bien qu'aujourd'hui, le rôle de la Fédé est critiqué par les joueurs. Il y a eu d'autres épisodes. Il y a cet épisode de la causerie pendant le match contre la Lettonie où Collet a des mots assez durs envers Okobo. Et pour moi, ça montre quand même qu'il y a des soucis dans cette équipe parce que la manière avec laquelle c'est fait, je la trouve vraiment pas terrible. Si Collet a des reproches à faire à Okobo, qu'il lui fasse directement. Mais là, de cette manière-là, sans lui parler directement, puisqu'il s'adresse à Sylvain Francisco, il y a un côté qui est presque très dédaigneux. À la limite, moi, j'aurais préféré que Collet pousse un vrai coup de gueule à un moment parce qu'on a l'impression que cette équipe, elle somnole depuis le début de la compétition. Alors, ok, ça a marché, cette remarque contre Okobo, ça semble avoir fonctionné, parce que probablement à l'orgueil, il a plutôt bien réagi sur le parquet, il a été important dans la victoire. Non, c'était contre le Liban d'ailleurs, pas contre la Lettonie, mais Parce ce qu'on a perdu contre le résultat, match contre la Lettonie. Ouais. mais voilà, mais bon, tu vois, enfin, ouais, moi j'ai vraiment du mal à faire comme toi et à voir le verre à moitié plein. Je sais qu'il y a des circonstances atténuantes, l'absence de certains joueurs, mais je j'arrive pas à mettre de côté ce qu'on voit sur le parquet. Je suis désolé, mais d'un pur point de vue basket, c'est très pauvre. Il y a quasiment pas de mouvement d'attaque. À chaque match, on se pose des questions sur les rotations. On voit des séquences défensives hyper importantes sur lesquelles Tarpey est sur le banc, alors qu'on sait à quel point il est important dans le secteur. Mentalement, le groupe, il y a une vraie faillite. Et ça, je suis désolé, mais c'est aussi au staff de s'assurer que ça n'arrive pas, de faire ce qu'il faut pour que l'équipe puisse répondre présent. Là, l'enchaînement qu'il y a eu entre le Canada, où on perd de 30 points quand même. Oui, c'est une gifle Ah, monumentale, le ouais, Canada. c'est une Ah fessée. ouais. Et derrière la Lettonie, dans le quatrième quart-temps, on a plus de 10 points d'avance. Alors ok, l'exclusion de De Colo, elle est dure, mais c'est des faits de jeu, ça arrive tout le temps, on peut pas se cacher derrière ça. Bon, voilà, ouais, je suis pas rassuré et je trouve que ce qui se passe actuellement, ça pose énormément de questions, que ça soit sur le maintien de Collet, sur le rôle de la Mhm. fédération, sur voilà, j'ai pas de réponse, mais par contre, j'ai beaucoup de questions. C'est exactement ça. L'intervention de Nicolas Batum à la fin de ce match contre la Lettonie, pour moi, il y a aussi énormément de frustration et de colère qui remontent, peut-être à chaud comme ça. J'ai toujours, faut toujours prendre les propos d'un joueur avec des pincettes, comme tu le dis après. C'est pas la première fois qu'il émet des critiques vis-à-vis de la fédération, vis-à-vis de décisions récentes qui ont été prises, notamment effectivement l'allusion à l'absence de Thomas Hurtel, qui sur le terrain, on l'a bien vu, se traduit par l'absence d'un meneur de jeu, l'absence d'un Bien chef sûr. d'orchestre sur le terrain, l'absence d'un joueur capable de distribuer le ballon, de tenir la balle. Je veux dire, si on a perdu
ces rencontres, c'est souvent de la même manière, à savoir l'incapacité d'avoir un joueur capable d'orchestrer le jeu sur le terrain. Et puis alors des pertes de balles, mais c'est absolument impossible de gagner un match de basket quand tu perds plus de 20 ballons dans une rencontre. Mais c'est clair. C'est, en tout cas, tu peux pas te présenter comme une équipe sérieuse si tu joues de cette manière-là et que tu n'es pas capable de tenir la balle. Encore Non, une mais là, fois, on a vu tout un tas de gens qui sont tombés sur des joueurs comme Rudy Gobert et ainsi de suite. Rudy Gobert, c'est un joueur de système. Il est totalement dépendant des ballons, de la relation intérieure-extérieure. S'il n'y a personne pour lui filer la balle, il peut pas faire grand-chose. Alors après, on peut remettre en question sa façon de se rendre disponible, son agressivité, sa manière de jouer, je ne sais pas. moi, je trouve que dans l'attitude, il était pas là, Gobert, quoi. Enfin, Bien en tout sûr, cas, bien sûr. Il y a toujours on peut tout à fait y mettre des critiques et on voit très bien que il y avait quelque chose dans cette équipe qui clairement ne collait pas sur le terrain et on l'a compris dans le vestiaire et bien au-delà, j'ai envie de dire. Tu en as parlé, les schémas de jeu. Vincent Collet aujourd'hui a expliqué lui-même d'être absolument conscient du fait qu'une discussion sur son avenir à la tête de la sélection pourrait et devrait probablement avoir lieu. C'est ça. Le mec est en poste depuis 2009. ouais, La ça question fait pour moi, quasiment elle est 15 surtout de ans. savoir est-ce qu'il a encore ou pas l'oreille des joueurs. Quelque part, c'est comme un peu un vestiaire NBA. Est-ce que les joueurs lui font encore confiance pour le mener? Et j'aimerais cependant rappeler, alors voilà, Vincent Collet, on va pas le confondre avec un stratège de la trempe de Sergio Scarolio, le légendaire coach italien de la sélection espagnole, clairement. Maintenant, Vincent Collet, tout à l'heure, quand j'énumérais un petit peu l'histoire de l'équipe de France, il faut quand même se rappeler que ce gars-là, quand il vient, c'est la constante depuis toutes ces années, et c'est aussi la constante dans le succès, alors qu'on peut trouver relatif, on peut dire ah on aurait pu mieux faire si c'était pas lui qui avait été en poste, peut-être, j'en sais rien. N'empêche que avant lui, c'était le chaos absolu, c'était le chaos au niveau de la fédération, et c'était le chaos sur le banc de l'équipe de France avec les différents sélectionneurs. Donc je veux dire, Non, mais tout ça, il faut le prendre quand même avec un minimum de recul et se dire, voilà, là, les joueurs ont réagi à chaud, il va falloir tirer un bilan. Est-ce qu'on est capable de le faire? Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Est-ce qu'on est capable de le faire? Et j'espère que les cadres de l'équipe de France, comme Batum, comme Gobert, comme d'autres, s'exprimeront plus tard, au moment venu, sur les raisons qui nous ont menés à cette faillite collective. ah mais ça c'est clair et je suis d'accord avec toi sur le bilan de Collet, mais il faut pas être complètement manichéen, tu vois? Personne ne peut remettre en question son bilan. Il y a eu des moments incroyables, il y a eu des très belles perfs, mais c'est clair que pour moi la question de son maintien, elle doit se poser. Mais bien sûr, Et moi je dois avouer que je fais partie de ceux qui je suis tout à fait d'accord. aimeraient voir éventuellement autre chose en équipe de France. Tu l'as dit, ça fait quasiment 15 ans qu'il est là. Maintenant, j'ai envie qu'on me dise qui tu mets à la place de Vincent Collet. On entend beaucoup le nom de Frédéric Fautou. Ok, pourquoi pas, mais est-ce que ça règle vraiment le problème? Est-ce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un de beaucoup plus confirmé Et est-ce pour qu'on peut diriger cette équipe qui a des vraies ambitions? Bah, on peut aussi éventuellement, tu as cité Scariolo, italien sur le banc, de la Mhm, sélection espagnole, on peut mhm. aussi éventuellement regarder hors de France. On C'est peut pas regarder l'ambiance, j'ai l'impression. Mais bon. bah, ouais, j'ai l'impression aussi, mais moi de toute façon, je vais être très franc avec toi, j'ai énormément de mal à croire que Collet sera en fait, je pense pas du tout que Collet va partir, en fait, parce que je pense que la fédé n'aura pas le courage de prendre ce risque-là à 1 an des Jeux. Je pense pas non De plus, ouais. d'autant plus que Collet a déjà une relation avec Wembanyama, qu'il a coaché la saison dernière, donc Tout à fait. moi, j'avoue, j'y crois pas. J'aimerais bien, mais j'y crois pas. Mais dans tous les cas, même si Collet reste en poste, il faut qu'on comprenne et il faut que les choses changent. Enfin, en fait, ce qui est terrible dans cette compétition, c'est que sur les 2 premiers matchs, par exemple, on a eu l'impression que dès que les choses commençaient un peu à partir en vrille, dès que ça échappait un peu aux joueurs, il y a une forme de résignation. En fait, on a l'impression que ce groupe n'a pas les qualités mentales pour se relever Mhm. d'un coup dur. Et ça, c'est une faillite à la fois du staff, mais aussi des cadres. On a l'impression qu'il y a personne pour réveiller tout le monde et avoir un sursaut Complètement. d'orgueil. Et c'est pour ça que j'évoquais la séquence du temps mort contre Kobo. Mais si le coach trouve que les attitudes sont pas bonnes, tu fais pas une petite phrase comme ça en t'adressant à un autre joueur. Tu pousses un vrai coup de gueule, tu montres qu'il y a de la poigne, tu pousses les leaders du groupe à prendre leurs responsabilités, parce qu'il faut bien le dire, les cadres de ce groupe ont failli. De Colo et Gobert notamment, moi je trouve, ont vraiment pas été au niveau.
Alors, ouais, si on continue avec Collet, il faut absolument analyser les raisons de l'échec et s'assurer de ne pas les reproduire, parce que ce scénario-là, si ça se reproduit dans un an, oh, c'est catastrophique. Enfin, c'est la C'est honte, quoi. Tu vois, catastrophique. Et on c'est pas part du possible. principe que Victor Wembanyama pourrait régler absolument tout, sa Mais présence non, pourrait régler énormément de choses. le pauvre Pas du tout. gamin. Moi, aujourd'hui, le chantier le plus important de cette équipe de France, là, on va reparler de terrain, euh, et j'espère vraiment, hein, que toutes ces questions de fédération, de tout ça, que ça soit sorti, mais qu'on ait des éléments à se mettre sous la dent, tu vois, qu'on puisse faire une analyse qui soit pertinente et pas se baser sur des rumeurs, des espèces de conclusions où Oui, non, mais c'est on n'a ça. pas tous les éléments du dossier quelque part, il nous manque des infos, clairement. Il faut du concret, mais Euh, par contre, il faut être très clair, cette équipe de France, aujourd'hui, vu le réservoir de joueurs, ne peut Complètement, pas mais se voilà, passer d'un profil on va y comme venir. RTL. Ça n'est pas possible. Là, clairement, Thomas Hurtel, le dossier est clos, la ministre vient de dire que jusqu'au JO. Tom Hurtel vient de re-signer jusqu'en 2025, je crois. Elle vient d'annoncer que pour les JO, ça sera exactement la même. Il n'y aura pas de réforme, on va dire, de la sélection, de la manière de sélectionner, sauf exception, sauf, je sais pas ce qui pourrait se passer, mais voilà, sauf exception. Donc, il va falloir qu'on fasse le deuil de Thomas Hurtel, et je pense pas que le Thomas Hurtel soit l'élément absolument indispensable, bien qu'il faille pas dénigrer le fait que un groupe un groupe qui a une expérience commune du vécu, c'est important. Maintenant, moi, j'ai envie de poser la question, voilà, quid des Théo Malédon, quid des Andrew Albici, quid des Kylian Hayes? Est-ce qu'en France, on n'est pas capable de puiser, de développer ce pool de meneurs de jeu dont on a cruellement besoin aujourd'hui? On a besoin d'avoir sur nos lignes arrière, d'avoir quelqu'un qui est capable de diriger cette équipe sur le terrain, de créer du jeu, en fait. Et on n'a pas de Bah, créateur de jeu. non, ah, ça c'est clair. Et ça, c'est une évidence. On l'a vu pendant cette compétition. Mais en fait, moi, si tu veux, en fait, ce qui me préoccupe vraiment dans ce qui s'est passé, c'est bien au-delà du jeu, parce que on va pas se mentir, même les années où on gagnait, même Mhm. l'année dernière, par exemple, l'Eurobasket, je suis désolé, mais on jouait pas bien. Enfin, tu vois, on va pas se Mhm. mentir, on n'a Bien jamais sûr. développé un jeu offensif brillant, ça a jamais été le cas. C'était pas Mais notre identité. Notre identité, c'était la défense. oui, Là, c'était la notre défense, défense. c'était absolument, c'était risible. Non, mais c'était la C'était défense risible. et il y avait une forme de, en fait, il y avait une forme d'état d'esprit. Enfin, Mhm. tu vois, historiquement, c'est une des qualités de l'équipe de France, en fait. On Tout en à a vu fait. plein des matchs ces dernières années où ils ont su Mhm. aller gagner des rencontres mal engagées, laisser passer l'orage pour reprendre pied. En fait, ça fait vraiment partie, normalement, de l'ADN de cette équipe. Et là, c'était, mais, c'est- on n'a absolument pas vu tout ça, en fait. Donc, ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi un tel naufrage. Alors, bon, Batum a dit que la préparation, clairement, il cible la préparation, mais ça fait partie des choses qu'il faut absolument régler avant même de penser au pool de joueurs. Parce que si tu prépares les JO comme tu as préparé cette Coupe du Monde, mais ça va être une catastrophe. En fait, c'est hallucinant. Enfin, c'est quand même hallucinant de se dire qu'on a abordé cette compétition en parlant de médaille d'or, et que maintenant, Batum, on est à dire qu'il faut faire bonne figure parce qu'il y a des enfants qui regardent. Je sais pas si tu mesures Non, mais l'écart si, qu'il y a mais entre les deux complètement. déclarations en termes Complètement. d'ambition sportive. C'est abyssal et c'est vraiment triste. Et ouais, moi, ouais, j'avoue que là, j'ai vraiment beaucoup de mal à être optimiste. Alors, évidemment, on peut voir, on peut se dire, bah, il vaut mieux que ça arrive maintenant que dans un an, et justement, on va tirer les leçons de ce qui s'est passé. Bah, moi, j'ai du mal à y croire, en fait. J'ai du mal à croire que Parce que, réellement, en conservant les mêmes personnes, on puisse résoudre la situation, quoi. moi, c'est pas tant ça qui me fait peur, personnellement. C'est-à-dire que, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, les désillusions, les déceptions, les contre-performances, ça arrive. Ce qui m'inquiète beaucoup plus en revanche concernant cette équipe de France, c'est le fait que, tu parlais de Nando De Colo tout à l'heure, de Nicolas Batum. Voilà. On a une génération de joueurs, de cadres, qui sont en train de jouer leur dernière compétition internationale. Et pour l'instant, la relève, c'est pas clair en fait. Il n'y a rien de clair en termes de relève. On est Ah, tous rien. là à regarder Victor Wembanyama comme on est comme tous les Américains en NBA là qui sont là en train de dire ah regardez on regarde ce gars-là comme un espèce d'alien qui va résoudre absolument tous nos problèmes.
ça se passe pas comme ça le basket. Bah non. Ça se passe pas du tout comme ça. Et c'est pas un joueur qui va changer la donne. Ça va fortement participer s'il est vraiment talentueux, qu'il est en bonne santé et qu'il arrive à exprimer le potentiel qui est le sien. Et ça c'est pareil, hein. Il n'y a aucune garantie à 100% que le deal se fasse de cette manière-là, que ça soit aussi une autoroute aussi nickel que certains voudraient voir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la jeune génération. Où elle est, cette jeune génération? Où il est, le passage de témoin? Avant, on perdait, mais on avait un groupe. On avait des joueurs qui étaient là. On avait Batum, on avait Tony Parker, on avait Rudy Gobert, on savait sur qui on pouvait compter. Il fallait que ça prenne, il fallait qu'on ait les joueurs satellites autour. Il y avait un Nando De Colo qui a eu une montée en puissance absolument incroyable, grandiose dans sa carrière. Et là, on s'est dit, waouh, ça peut prendre. Et ça a pris. Et on a eu des résultats. Et même quand on était un peu en dessous, bah, on y allait à la niaque, on s'accrochait et on arrivait à arracher des médailles, à arracher des Exactement, résultats. ouais. Ouais, je suis d'accord. Là, tout d'un coup, on n'a plus vraiment ça. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Là, demain, qui de cette équipe qu'on vient de voir jouer reste concrètement? Notamment sur la ligne arrière. Qui reste? Parce que franchement, il y a des joueurs, je les aime bien, hein, Sylvain Francisco, tout ça, ok. Mais en fait, c'est soit il y a des joueurs qui ont des profils beaucoup trop redondants, et il nous manque ce joueur capable de nous faire jouer. Enfin, ce ou ces joueurs, parce qu'il faudrait avoir plusieurs manières de ballon, Ouais. plusieurs gars qui sont capables de nous mettre dans nos schémas. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, Vincent Collet, c'est pas le plus grand des stratèges, c'est pas le mec qui va te dessiner un espèce de plan infaillible. Enfin, je sais pas exactement comment juger Vincent Collet. C'est assez compliqué finalement. Euh, voilà. Cette équipe, je vois pas bien qui est derrière pour prendre la relève, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est une Sur, évidence. sur ce poste de meneur, sur ce poste de créateur, sur ce dont on a besoin. Et ça, pour le coup, ça m'inquiète. Tu vois, je suis arrivé avec beaucoup d'optimisme. Je veux voir le verre à moitié plein, mais le gros point d'inquiétude pour moi, c'est ça. Ouais, mais alors, je te rejoins là-dessus, mais moi, j'avoue que c'est vrai que, en fait, si tu veux, je me dis, tu vois, sur une compétition comme celle-là, si on avait eu ce meneur, un jeune meneur, mais ça aurait rien changé, en fait, je crois, parce que, enfin, si des mecs comme De Colo, Gobert, Batum, Fournier, si les cadres de cette équipe n'ont pas réussi à provoquer le sursaut d'orgueil, n'ont pas réussi à réveiller leurs coéquipiers, n'ont pas réussi à mettre en place une structure, et quand je parle de structure, je parle pas de jeu, tu vois, je parle vraiment de créer un groupe, quoi. Mais je pense pas que ça soit un gamin de 22 ans qui puisse le faire, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que moi, ce qui me préoccupe bien plus que les joueurs, c'est en fait tout ce qui se passe autour de l'équipe de France, quoi. Franchement, je pense que Je vois ce que tu veux dire. Toi, tu es tu plus sur le groupe bah, en fait, je pense que tu pourrais avoir un et l'état Haliburton dans d'esprit, en fait. l'effectif, tu Ouais. vois, si tout ce que Batum sous-entend, à savoir que, c'est le bordel avec la fédération, que la préparation a été complètement pourrie, que tu vois? Bah, Je vois ce que tu veux dire, ouais. tu vois, je pense pas que ça soit une histoire de Écoute, enfin, ça je reste à pense confirmer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Batum, potentiellement, ses propos sont sortis totalement sur un coup de nerf. Tant qu'il choisira pas bah, j'ai du mal à y croire, moi, tu vois? d'en dire plus. Il a trop de bouteilles, il a trop d'expérience, je Bah peux ouais, pas mais croire dans que, tu ces vois? cas-là, t'assumes jusqu'au bout et Ah mais je suis sûr qu'il va tu bah, tu vois, traites le problème, quoi. je t'ai lu tout à l'heure sa déclaration sur Ah non, Johannes mais où il est complètement. extrêmement violent et cash envers la fédération. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que, d'ici quelques semaines, il va donner plus de détails et il Et le c'est faut. exactement ce qui devrait se passer si on veut régler les problèmes. Il va falloir commencer par les identifier clairement, quoi. Tu C'est vois? ça. Alors après, bon, si encore une fois, si on veut chercher du positif là-dedans, écoute, bah, quelque part, moi, je t'avoue, après la Lettonie, j'ai eu peur que tout parte en vrille, en fait, tu vois? J'ai lu des comparaisons avec, l'équipe de France de 2010 à Naïsna. Moi, j'ai pas eu peur de ce scénario-là, mais j'ai eu peur que les joueurs lâchent complètement, en fait, et que la suite de la compétition, ça soit un enfer. Et qu'on n'y arrive pas, et que toutes les failles qu'il peut y avoir dans le groupe s'exposent, tu vois, publiquement. Bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. Et les matchs suivants ont été remportés. Au moins, Ouais, c'est l'honneur est redescendu en sauf, tu pression vois. chez tout le monde, hein. On l'a bien vu quand même L'honneur est ici. sauf, mais bon,
C'est moi, ouais, j'avoue que en fait, je suis vraiment très attristé par cette compétition, tu vois. En plus, moi, j'étais tellement content de regarder cette Coupe du Monde. Et puis un mot pour Evan Fournier quand même. Alors, tout n'est pas parfait pour lui, évidemment, mais il fait quand même partie de ceux qui font le boulot. Je pense que sans lui, ça aurait été bien Oui, pire. Je le trouve plutôt bien sur le parquet, dans ses c'est sûr. déclarations aussi. Je trouve qu'il est plutôt pertinent. Et ça me rend tellement triste pour lui de voir cette faillite collective, parce qu'après la saison pourrie qu'il a passée en NBA, où il a quasiment pas joué, alors qu'il est actuellement dans une impasse avec les Knicks, cette fenêtre internationale, ça aurait dû être une bouffée d'oxygène bienvenue pour lui. Et Ouais, là, non, pas le du tout, ouais. pauvre, quoi, le Non, bah, de toute pauvre façon, Evan. quand tu commences à voir Evan Fournier pull-up à 3 points avec 2 secondes, 2 secondes sur l'horloge, il y a un moment, c'était gênant, quoi. Ah, Enfin, c'était gênant. Ah ouais, ouais. c'était même plus gênant, c'était humiliant pour les joueurs sur le terrain. C'est-à-dire que on arrivait contre la Lettonie, aucun manque de respect de la Lettonie, mais logiquement, on est censé être en France sur un niveau quand même bien supérieur à la Lettonie. Ouais. Euh, et contre la Lettonie, on se retrouvait à plusieurs reprises sur des possessions où il ne s'était strictement rien passé. Si, c'est le seul truc positif, on n'avait pas perdu le ballon. Et on était là avec 3 secondes sur l'horloge. ah, Et rien ne s'était jamais produit. Ah, mais collectivement, c'était Et le on était là à faire néant. des end-off sur les dribbles, d'essayer de faire quelques écrans à l'opposé, de faire des sorties. Ouais, et puis Rien ne se matérialisait sur le terrain. C'était absolument. Moi, j'étais atterré devant ma télé. Je me dis, mais comment c'est possible qu'une telle équipe, avec les résultats récents de cette équipe, même s'il y a des trucs qui vont pas bien, qui vont pas droit, tu peux pas être à ce point avec zéro jeu à montrer sur le terrain, quoi. oui, et puis avec un tel sentiment d'inéluctable, si tu veux. En fait, à aucun moment, on a eu l'impression que, que la remontée de la Lettonie, c'était une péripétie et que l'équipe de France allait se ressaisir et finir par conclure ce match, en fait. Il y avait vraiment, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la faute de Batum contre Mhm. l'Espagne. Eh, mais à la limite, moi, j'aurais préféré ça, tu vois, qu'au moins il y ait un minimum de sentiment de révolte, quoi, qu'au lieu de se laisser marcher dessus comme ça, on sente qu'il y ait Ouais. un peu de caractère, qu'au moins la situation leur déplaisait. Enfin, je sais pas, là Je te dis, vraiment. après, je te dis, quand tu perds 20 ballons dans un. Je peux te promettre, j'ai pas du tout fait du basket au niveau, mais quand tu joues au basket et que tu perds ballon sur ballon sur ballon, que tu n'arrives pas à faire une passe, qu'il n'y a rien qui se déroule comme tu le veux, comme tu le souhaites, ça atteint vite le moral, quoi. Ouais, ça devient dur, mais c'est dans ces moments-là que le staff et les cadres du Mm. groupe prennent un temps mort et tapent du poing sur la Et table. c'est ça qui est anormal à mes yeux, c'est cette pauvreté dans le niveau de jeu sur le terrain, pour moi, m'interroge énormément. Parce que, comme tu l'as dit, on a des cadres, on a des joueurs qui sont là, qui ont très bien fonctionné dans d'autres compétitions. Ah oui. Et là, bah, tu sens bien qu'il y a un truc qui était brisé complètement, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Donc, ça. C'est vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est cassé. Et en fait, ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est à quel niveau est-ce que c'est cassé. Est-ce que c'est cassé entre le coaching staff et les joueurs? Est-ce que c'est cassé entre la fédération et les joueurs? Est-ce que c'est dans le groupe qu'il y a des problèmes? Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'en savoir plus et qu'il faut absolument que les cadres s'expriment, tout à fait. parce que pour régler le problème, il faut qu'il y ait un diagnostic et il faut que le diagnostic il soit précis. Alors attention, quand je C'est dis ça, ça. c'est pas nous qui allons régler les problèmes, hein. Si Batum ne nous explique pas à nous ce qui se passe, mais qu'il y a une discussion sérieuse entre les cadres, la fédé, le staff, et qui règle les problèmes entre eux, mais c'est très bien. Voilà, s'ils prennent ça au Régler la cloche sale. sérieux Oui, non, mais c'est ça. et qu'ils traitent le problème, Moi, j'ai pas besoin que ça sorte dans la presse. bien Par contre, sûr, il faut que ça soit réglé. Et il faut que ça soit réglé vite, mais vite, 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 parce que complètement, ouais. c'est très, très bientôt les jeux. Non, mais tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et encore une fois, c'est là où je crois vraiment que ce passage de relais n'a pas été. On a éludé ce truc-là Ouais. à certains postes trop longtemps. Et j'ai vraiment peur que ça vienne nous croquer au plus mauvais moment. Donc, on verra ça. On va parler de la Team USA rapidement. Je voulais savoir, Charlie, si à tes yeux, cette équipe était favori de cette Coupe du Monde ou pas.
Je veux dire favori. Clairement, Oui. clairement au-dessus de tout le monde ou pas vraiment? Ou pas du tout? Enfin, comment tu vois ça? Je trouve, moi, je vais te dire très rapidement mon sentiment, Ouais, parce que c'est pour ça que je l'ai proposé comme sujet de discussion. Ce que j'aime beaucoup aujourd'hui avec cette Team USA, la façon dont elle a été pensée, construite, bâtie par Grant Hill, par la fédération américaine, par Steve Kerr et ainsi de suite, je trouve qu'il y a une vraie réflexion pour monter une équipe et que je pense que c'est le cas depuis de nombreuses années aujourd'hui, mais j'aime le fait qu'on commence des compétitions aujourd'hui avec le fait qu'il n'y ait aucune certitude sur le fait que cette équipe américaine va s'imposer ou pas. Et qu'ils sont obligés de faire des vrais efforts aujourd'hui pour concevoir un effectif pour espérer l'emporter. Et je trouve que cette équipe, aussi imparfaite soit-elle, aussi jeune soit-elle, je trouve elle est très très alléchante. elle est hyper intéressante cette équipe. Enfin, J'aime beaucoup ce que ça propose en tout cas. ah ouais, ouais, moi j'adore. Bah déjà, il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup dans l'équipe, ça c'est clair. Cet effectif, moi, il me plaît. Enfin, en fait, je suis comme toi, moi j'aime ce qu'ils ont fait. Déjà, je trouve que c'est très intelligent de la part du staff de donner de l'expérience FIBA à des joueurs qui seront amenés à faire partie de l'aventure au jeu et à l'avenir. Ouais. En fait, On peut ils ont enfin dépassé le stade du on prend des stars, on les monte, enfin on en fait une équipe, on fait un check et puis et c'est parti, let's go quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ils Je sont trouve qu'il y a plus un ouais. vrai respect, il y a un vrai respect quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah bah après, Vraiment bon, penser le truc. déjà, quand ton équipe elle est coachée par Steve Kerr et Spoelstra, bon, déjà, c'est pas mal. Mais écoute, oui, moi, c'est clair qu'il me donne une impression qui est plutôt solide. Et pourtant, c'est vrai que cet effectif, au début, a été beaucoup critiqué, notamment aux États-Unis, où beaucoup trouvaient le roster trop faible au regard des joueurs restés à la maison. Mais ouais, en termes de profil, je trouve que c'est très cohérent. Et puis voilà, il y a des joueurs dans cette équipe qui sont potentiellement l'avenir du Team USA. Edwards, Haliburton, Banchero, Brunson, enfin, il y a plein de mecs ils seront potentiellement amenés à continuer à faire partie de cette équipe dans les années qui viennent. Écoute, si on était sur un jeu vidéo, je te dirais, ils sont les très très grands favoris. Maintenant, la vérité, c'est aussi qu'ils sont très jeunes, et donc bah, il y a un énorme manque d'expérience qui contribue forcément à créer du suspense, parce que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir la certitude qu'ils vont aller au bout sans problème. Comment est-ce qu'ils vont réagir quand ils seront mis en difficulté? Comment est-ce qu'ils vont réagir le jour où les shoots ne rentreront pas? Pour le moment, sans manquer de respect à leurs adversaires, ils ont quand même battu des équipes qui les ont pas mis en difficulté réellement. Donc on y verra plus clair, je pense, dans les prochains jours. Ils vont jouer le Monténégro et la Lituanie notamment, il me semble. Oui. Mais oui, pour moi aujourd'hui, c'est les grands favoris de cette compétition, et pour les faire douter, il va falloir un adversaire très très solide, parce que l'effectif est cohérent, que le coaching staff est remarquable, qu'il y a beaucoup beaucoup de profils différents, des profils qui sont très compatibles avec le basket FIBA. Quand ils ont des soucis, ils les règlent. On peut par exemple penser à Brandon Ingram, qui était vraiment en galère, qui trouvait pas sa place, et qui en sortie de banc aujourd'hui semble beaucoup plus à l'aise. Bon, j'attends de voir. En tout cas, c'est clair que je vais continuer à regarder leurs matchs, parce que bah, y a trop de joueurs que j'aime là-dedans, hein, vraiment. Moi, je suis très fan. C'est vraiment l'illustration de cette équipe, Brandon Ingram, je trouve. Enfin, pas forcément d'un point de vue individuel, mais dans la façon dont tout ce cas-là a été géré. Lui qui a parlé très ouvertement sur le fait que il n'était pas habitué à avoir un rôle comme il a dans cette équipe, que, qui comprenait pourquoi Steve Kerr l'avait enlevé du 5 majeur, parce qu'il y a beaucoup moins de joueurs dominants avec le ballon dans la second unit qu'avec le 5 majeur. Et, euh, et l'autre fois, j'écoutais un podcast avec un entraîneur de joueurs NBA, David Thorpe, qui intervient très régulièrement dans un podcast qui s'appelle Troop. Et il expliquait que ce moment dans la carrière de Brandon Ingram pouvait être très important pour lui. Parce que ça pouvait justement, avec des coachs comme Steve Kerr, Eric Spoelstra et Tyronn Lue qui sont dans ce staff américain, euh, de par les attentes qui étaient les siennes et ce qu'on lui demande de faire tout d'un coup, le changement de rôle qui s'impose à lui quelque part, j'ai envie de dire, il expliquait que ça peut forcer un joueur
à justement trouver des façons d'être actif, efficace, dans d'autres secteurs, sans la balle justement, où t'es pas là avec la balle en main et tu dois créer, tu dois scorer, tu dois faire ça. Non, tu dois aller poser un écran, tu dois savoir te placer, tu dois savoir quoi faire, comment aider l'équipe sans être le point focal de cette équipe, quoi. Oui, Et alors après, il expliquait que pour la suite de sa carrière, ça pouvait être extrêmement important parce que bah, forcément, à son retour aux Pelicans, il sera à nouveau l'option numéro un. ah bon, Et tu penses pas que Zion sera là? si, mais je pense que dans la hiérarchie des Pelicans aujourd'hui, lui et Zion sont les deux premiers, Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. sont les deux joueurs majeurs, quoi, je veux dire. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Mais après, c'est-à-dire que ce que tu décris sur Ingram est tout à fait vrai. Après, c'est plus facile avec un profil de joueur comme Ingram, qui dans sa carrière a déjà démontré sa polyvalence. Il faut rappeler quand même qu'il a été aligné à la main par séquence aux Lakers, que c'est un joueur qui très vite a compris qu'il était assez frêle physiquement, et donc il a très vite compris qu'il ne pourrait pas être tout de suite le très grand scoreur. On se rappelle quand même que quand il a été drafté, il était comparé à Kevin Durant. Donc il a très tôt développé sa polyvalence, il est capable de contribuer dans énormément de catégories, Brandon Ingram, donc c'est quand même plus facile quand tu as un profil de joueur comme lui, et c'est aussi pour ça, je pense que ça passe aussi bien. Mais ce que tu décris est tout à fait vrai, et ouais, moi ça m'étonne pas, de toute façon on sait très bien que Steve Kerr, genre, dans sa carrière, c'est quand même pas la première fois qu'il prend un titulaire et qu'il décide de le mettre en sortie de banc. Un certain Iguodala peut en parler, mais voilà, c'est un très grand diplomate, c'est un très bon stratège, c'est un très bon technicien. Je suis pas du tout étonné que ça soit aussi bien passé, d'autant plus que bah, le mec qui a pris sa place dans le 5 est quand même l'incarnation du joueur d'équipe, quoi. C'est Ouais, l'incarnation du role player utile, Josh et Hart. Mais c'est extrêmement cohérent. on va en revenir tout à l'heure à Josh Hart parce que il apparaîtra dans une autre conversation qu'on va avoir toi et moi. Mais effectivement, mais c'est ça que j'aime bien dans le profil de cette équipe, c'est que tu as des joueurs comme Bobby Portis et Josh Hart, par exemple. Voilà. Tout est dit, quoi. Ouais, bah oui, Quand tout tu as à des fait. joueurs comme ça, avec ce genre de profil, tout est dit. C'est que ils ont vraiment réfléchi à avoir des personnalités différentes, des Oui, voilà, qualités, des ce joueurs avec des groupe est très qualités bien très constitué. différentes, Ouais, avec une complémentarité plus que du talent pur. exactement. Et Ingram, c'est là où il est quelque part représentatif de ça, de ce dont on est en train de parler en fait, du fait que il s'agit pas de compiler des stars, il s'agit de créer un collectif, de créer une équipe sur un terrain qui est capable de s'en sortir. Et qu'est-ce que ça dit également sur Anthony Edwards? C'est ça qui est intéressant. Anthony Edwards, comment va-t-il sortir de cette Coupe du Monde? Ah bah alors Parce qu'il est ça, en train de s'imposer clairement comme le joueur numéro un de cette équipe. Et, et ça et il fait paraît... l'unanimité, ça c'est Voilà, impressionnant. mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ça paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément. Enfin, de base, ça ne l'était pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu ne pas être le cas Oui, oui, non, mais je suis sûr. avec un mec comme Ingram sur le terrain. Ouais, ou même avec un Brunson qui est quand même un vrai scoreur aussi. Enfin, ouais, non, mais Mhm. je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'était pas évident, et c'est extrêmement intéressant. En plus, on sait très bien historiquement que ce genre de fenêtre internationale, ça peut avoir un énorme impact sur la carrière d'un joueur NBA. Et c'est clair que pour lui, là, il a le vent en poupe, comme bah, les attentes vont être énormes la saison prochaine, et c'est génial parce que bah, c'est un joueur dont on connaît le potentiel, et qui visiblement, en plus d'avoir un potentiel extraordinaire, est un vrai joueur d'équipe, parce qu'il ferait pas l'unanimité comme ça si c'était juste un scoreur unidimensionnel, égoïste, et tu vois, et, et qui ne joue que pour lui. C'est pas du tout le cas, et c'est très positif pour la suite, ouais. Et le contact, et le contact avec des gars comme Steve Kerr et Eric Spoelstra. Bah ouais, Et ah, quel bonheur, hein. potentiellement, enfin, je suis les Timberwolves, je suis fan des Timberwolves, je me frotte les mains et je me dis, Bah mais ouais. c'est trop bien que notre franchise player, qui a quoi? Il a 22 ans, Anthony Edwards, soit aujourd'hui en train d'apprendre le métier au contact de ces gars-là. Ouais, deux des meilleurs coachs de ces 10-15 dernières années en NBA. Non, mais c'est incroyable. Et pour tous ces joueurs, c'est incroyable parce que, Mais tout à fait. encore une fois, ce sont vraiment des jeunes joueurs. Tu vois, pour un mec comme Ali Burton, mais c'est super d'être coaché par Kerr et Spoelstra. Banchero, c'est pareil. Enfin, il y a vraiment tous ces joueurs-là vont profiter à fond de ce qui se passe.
Et c'est vraiment, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très sympa et de très agréable qui se dégage de cette équipe de Team USA, ce qui est quand même pas toujours le cas. Tu vois, en termes en termes de mentalité, vraiment de ce qu'ils affichent sur le parquet, etc. Moi, j'ai pas toujours été un grand fan des équipes montées par Team USA. De temps en temps, on avait un peu l'impression que c'était vraiment qui prenaient un peu tout le monde de haut et qui venaient en ayant déjà la médaille d'or autour du cou. Là, Il y c'est avait cette arrogance affichée, assumée. avant, ouais, bien sûr, ouais, Tout à l'heure, je revendiquée parlais de même, tout à fait. Ouais. la médaille d'argent de l'équipe de France en 2000. L'équipe américaine de 2000, elle était insupportable. Ouais. Vince Carter, Kevin Garnett, tout ça, mais ils étaient insupportables sur le Ne terrain, quoi. critique pas Vince Carter, s'il te plaît. Pardon. Alors que là, tu as Austin Reeves, qui est juste un délice. Ce Ah là joueur là. est un délice sur le Ah, terrain. qu'est-ce En que plus, j'ai c'est hâte une de le voir la espèce de, saison prochaine. c'est une espèce de star internationale aux Philippines, enfin dans toute la région, en Indonésie, tout ça, de là où ils sont là. C'est Austin Reeves, c'est limite ils vont pas lui faire une statue à l'entrée du stade, quoi. Ouais. C'est absolument génial. Ce joueur me continue de me surprendre. Je le trouve absolument génial. Ah, moi, j'ai tellement hâte. Bon, alors, déjà, je C'est un bonheur profite. à regarder. Ouais, c'est Voilà. ça. Déjà, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à le regarder. Et puis, en tant que fan des Lakers, mais qu'est-ce que j'ai hâte que la saison reprenne et qu'il ait davantage le ballon en main. Enfin, ah ouais, non, c'est Austin Reeves, un vrai bonheur. Ouais. Franchement, la progression de ce joueur depuis un an et demi, c'est hallucinant. On sait que l'Espagne sera sûrement un candidat sérieux pour aller loin dans ce tournoi. Et j'aimerais parler vite fait de cette équipe qu'on a rencontrée pour ouvrir la Coupe du Monde, le Canada. Est-ce que, comme moi, tu as été agréablement surpris par cette équipe? Et est-ce que, comme moi, Juice Alexander, c'est quand même un joueur incroyable? Différent. Ah Enfin, ouais. je veux dire, tu sais très bien que j'aime ce joueur. Ouais, C'est ouais. la seule et unique raison ces dernières années pour laquelle je regarde le Thunder jouer, alors que la saison dernière c'était sympa, mais certaines d'avant c'était compliqué, quoi. Mais alors là, les moves de ce joueur, la technique de Juice Alexander sur un terrain de basket, et je parle bien de technique, hein, la science du basket qu'il a dans les jambes, dans ses déplacements, dans sa façon de penser le jeu, mais quel récital à chaque fois, quoi. Ouais, c'est un régal. Et puis même, je trouve qu'au-delà de l'aspect technique que tu évoques et qui est effectivement, c'est un bonheur de regarder ce mec-là jouer. Il y a aussi Ouais, le côté mental, tu vois. Je veux dire, la première mi-temps contre l'équipe de France, il est clairement dans le dur. Il y a aucun moment complètement, où le mec sombre. En fait, à aucun tout à moment fait. il se laisse abattre. Elle est hyper intéressante cette équipe et c'est clair que lui est le joyau. C'est le joyau qui ressort le plus. Mais quand tu regardes l'effectif de cette équipe et la manière avec laquelle il joue, la cohérence, Ouais. des types comme R.J. Barrett, Lugen Dort, il y a Kelly Olynyk, Dion Dylan Brooks, Brooks, enfin, je veux dire, en fait, ouais. Ils sont peut-être un peu fragiles à l'intérieur, justement. Ils ont c'est Olynyk, ça. ils ont Powell. Ça paraît un peu fébrile, peut-être sur le long terme, je sais pas, enfin, sur la Oui, durée mais du tournoi, je sais pas, si tu te projettes mais sur un bon. match contre Team USA, par exemple, bah, le secteur intérieur de Team USA est pas non plus extrêmement fourni, quoi. Non, non, mais complètement. Et puis, je veux dire, Olynyk, ça va pour l'instant, Ouais, ça va, ouais. il tient la baraque. Je veux dire, ça se passe plutôt bien. Donc, non, non, cette équipe m'intéresse énormément. Oui, je suis bien J'aime d'accord. beaucoup ce qu'on en voit et il y a du potentiel dans cette équipe. Si on se projette un peu au JO, c'est pareil. Tu vois, il y a Jamal Murray qui est pas là, qui se repose après son titre avec les Nuggets. Peut-être que l'an prochain, ça sera la même chose, hein. Peut-être qu'il devra se reposer après avoir gagné un deuxième titre, Oui, et après puis avoir fait le enfin, back-to-back avec Denver. Bon, voilà, non, et puis les joueurs sont quand même, enfin, la base de joueurs est quand même, ils ont quelques années devant eux, hein, les mecs. Parce que bon, non, non, mais alors, complètement, t'as cité mais Olynyk qui a la trentaine, mais sinon une RJ vraie, Barrett ouais, c'est ouais. 23 ans, Shai Gilgeous c'est 25, euh, il y a quoi? Il y a Lugendort, il doit être à 20, 24, ouais, 24, moi j'allais dire 25, mais c'est 24. Enfin, il y a vraiment, Mais complètement. ces mecs-là, avec quelques années à jouer ensemble, ouh là là, attention Team USA, parce que dans les années qui viennent, les médailles sont pas garanties, quoi. Enfin, les médailles d'or, pardon. Ouais.
Je voulais parler avec toi des surprises du tournoi. C'était quoi ta surprise, la Bah, surprise pour toi de ce moi, c'est tournoi? une surprise avec des gros guillemets, parce que je vais parler d'un joueur NBA qui a déjà démontré qu'il avait toute sa place dans cette ligue et qu'il était un joueur extrêmement précieux dans une équipe. On l'a mentionné rapidement il y a quelques minutes, c'est Josh Hart. C'est Hmm. Josh Hart, c'est le joueur qui a été appelé en dernier dans cette sélection américaine. Et en fait, il fait déjà figure d'indispensable. Donc on l'a dit, il a pris la place de Brandon Ingram dans le 5 de départ de son équipe. D'abord parce que Ingram était un peu en galère, et ensuite parce que Josh Hart est indispensable. Son activité en défense, au rebond, j'en parle même pas. On l'a déjà mentionné plusieurs fois dans ce podcast, c'est peut-être le meilleur joueur NBA au rebond à son poste. Incroyable. C'est ce qu'a dit Steve Kerr d'ailleurs. Bah ouais, Il mais est attends, halluciné par sa c'est dingue. capacité à gober les rebonds, quoi. Bah ouais, sa science du Face à des joueurs qui placement, ont, son... qui ont une tête de plus que lui. Oui, et puis Kerr aussi a, par exemple, beaucoup parlé de sa capacité à défendre des joueurs plus grands que lui, expliquant que Hmm. il le faisait déjà en NBA. Moi, je suis un énorme fan de Josh Hart. Je pense sincèrement que aujourd'hui en NBA, c'est le très très haut du panier en termes de role player. Voilà. On sait aussi, s'il est starter aujourd'hui dans cette équipe, c'est évidemment parce qu'il est aussi très complémentaire avec les autres joueurs. On parle beaucoup de la Villanova Connection, parce qu'il est très proche de Jalen Brunson, Tout à fait, ouais. dont il est aussi coéquipier à New York, Michael mais aussi, et Bridges. voilà, de Michael Bridges aussi, avec qui il a joué à Villanova. Donc, Steve Kerr a confirmé que ce changement de 5 de départ allait durer au moins sur les prochains matchs, surtout qu'en plus, on l'a dit, Ingram est plus à l'aise comme ça aussi. Donc ouais, je suis hyper content pour lui, parce que c'est un joueur que j'adore. Il a démarré sa carrière NBA aux Lakers, et déjà à l'époque, en fait, la carrière de Josh Hart, c'est dur, parce que c'est un joueur indispensable. Dans toutes les équipes où il était indispensable, mais ça n'a jamais été le personnage central, ça n'a jamais été le joueur dont on Hmm. parlait le plus. Quand il a commencé sa carrière, pardon, aux Lakers, c'était clairement pas le plus talentueux parmi la cohorte de jeunes, puisqu'à l'époque, il y avait du Lonzo Ball, Brandon Tout à Ingram, fait, ouais. Kyle Kuzma, il y avait Julius Randle aussi, et tous ces joueurs-là avaient tendance à bien plus prendre la lumière que lui. Mais voilà, moi j'adore tout chez ce mec-là, sa mentalité, ses attitudes sur le parquet. Je suis trop content de le voir se mettre en valeur comme ça. Il a 28 ans, Josh Hart, aux États-Unis. On dit souvent que le prime des joueurs NBA est à peu près à cet âge-là. Il vient de prolonger à New York jusqu'en 2028 pour 81 millions de dollars sur 4 ans. Et j'ai vraiment envie de croire, tu vois, on évoquait Edwards tout à l'heure, j'ai vraiment envie de croire qu'il va capitaliser sur cette belle campagne FIBA Ouais. pour nous sortir une énorme saison aux côtés de son pote Jalen Brunson. Franchement, je ne souhaite que ça pour lui, et même pour les Knicks, parce que les Knicks, on a quand Ah, même besoin en on n'a NBA. pas l'habitude de voir les Knicks prendre des bonnes décisions Ouais, et c'est ce qui se passe. c'est Il n'y a, clair. y a pas à dire. Et donc super, je suis trop content pour Josh Hart. C'est vraiment un des trucs que j'aime le plus dans cette Coupe du Monde, c'est le voir prendre toute cette place dans cette équipe, et de voir que Steve Kerr notamment n'a que des compliments à la bouche le concernant, quoi. Ouais. Moi, ma surprise, c'est un ancien joueur NBA, Randy Hollis Jefferson, qui joue pour la Jordanie Ouais. désormais pendant Il a été 80, enfin, naturalisé il y ouais, a 2 mois, je crois. voilà, pendant quelques jours là, il nous a fait une impression de jouer à la Kobe Bryant sur un terrain. Le Ah, public, c'est clair. les spectateurs étaient là à crier Kobe, Oui, Kobe. le Kobe gaucher de Jordanie. Voilà. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé voir ce joueur, parce que quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais c'est qui ce joueur? Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est une intelligence artificielle qui a recréé quelque chose ou quoi? Et voilà, et voir ce joueur-là qui, depuis quelques années maintenant, a joué en Turquie, à Porto Rico, aux Philippines, en Corée du Sud. Et il a donné une interview récemment là pour expliquer un petit peu son parcours, Ouais, expliquant qu'il a failli abandonner le basket, que c'est son fils qui lui a redonné l'envie de se battre, qu'il a eu un coach à Porto Rico qui l'a aidé à retrouver confiance en lui. Il a 28 ans et je trouve ça assez génial de voir un joueur comme ça qui a été sélectionné dans un premier tour de draft, enfin au premier tour de la draft, qui a complètement dévissé dans sa carrière et qui aujourd'hui, de façon totalement inattendue, réapparaît sur nos radars avec des performances comme ça. Il a complètement changé de physique. Il a complètement, enfin, son jeu n'a jamais été comme ça, tu vois, clairement. On voit qu'il a travaillé. Alors, voilà, certains peuvent peut-être rigoler de cette espèce
d'imitation de Kobe qu'il nous fait sur le terrain. Mais je sais pas, quand je l'ai entendu parler, ça m'a vraiment touché. Ouais, son interview, elle est incroyable. J'aime beaucoup ce genre de parcours. J'aime beaucoup le fait que, bah voilà, ça montre la diversité des parcours, diversité des personnes qui entrent et qui sortent de la NBA. Et je trouve ça, je sais pas, je trouve ça magnifique. Moi, ça m'a beaucoup touché de voir ça. Ouais, alors je suis complètement d'accord. Déjà, moi, en tombant sur lui, enfin, en voyant ses perfs, je me suis rappelé, enfin, je me suis pas rappelé, j'ai été voir un peu, et il a quand même une saison à 14 points de moyenne en NBA, ce mec-là. Oui, J'avais complètement. complètement Ouais. oublié, moi, ça. Écoute, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que son histoire, elle est assez géniale. Enfin, pas son histoire, en fait, mais en fait, je trouve que c'est une nouvelle leçon, en fait. Un joueur qui échoue en NBA, ça ne veut absolument pas dire que c'est un mauvais joueur, bien au contraire, la NBA, c'est l'élite absolue. Et je le rappelle parce que j'avoue que j'en ai un peu marre de voir des fans être très critiques sur des jeunes joueurs qui ont du mal à faire leur trou en NBA, qu'ils soient Mhm. français comme Nilikina ou autres. On voit à quel point l'aspect mental est hyper important. Et dans cette interview, il dit, en fait, il explique que, en fait, ce mec-là, il avait une certaine cote au lycée et Tout il à s'est fait. cru arriver beaucoup trop vite. Tout Donc, en à fait, fait. il a peut-être tout simplement pas fait ce qu'il fallait pour garder cette place, sa place en NBA. Et il a expliqué que quitter la ligue l'avait fait énormément gagner en humidité. Et c'est vrai que c'est un joueur, enfin, c'est un scénario qu'on a déjà vu avec des joueurs qui ont été très très tôt mis en valeur et qui finalement ne parviennent jamais à atteindre le niveau attendu faute d'éthique de travail, d'attitude trop dilettante ou autre. Donc c'est un exemple qui doit inspirer plein de joueurs. Et puis ta vie personnelle, enfin, Exactement, bah oui, c'est bien ce qu'on sûr. dit souvent, toi et moi, dans ce podcast, c'est qu'il y a aussi la part, l'être humain qui est derrière ça, tu vois. Et, euh, et c'est là où tu prends conscience de ça. Enfin, Ouais, ce genre de gars te font prendre conscience du truc, quoi. Ouais, ouais, et mais puis il a gagné le titre enfin, il a porté son équipe au titre dans le tournoi aux Philippines, là, son équipe aux Philippines. Il a marqué 29 points, 14 rebonds, 6 passes dans le Game 6 des finales aux Philippines. C'est le meilleur joueur de ces finales, c'était en avril dernier. C'est le premier titre de sa carrière en professionnel. C'est quand même, c'est quand même dingue quand tu penses à ça, quoi. ouais, bah Ce oui, oui, c'est parcours, clair. en fait. Et que là, tout d'un coup, potentiellement, t'as des scouts NBA qui l'ont vu et qui se disent, tiens, Et c'est oui, et marrant c'est ça ça. qui est aussi très intéressant pour lui, évidemment, dans cette Coupe du Monde réussie, c'est que, bah, évidemment, ça lui permet de se mettre en valeur auprès des franchises NBA qui pourraient être à l'avenir éventuellement intéressées par son profil. Ça, c'est clair que c'est hyper positif. Mais je suis Ce d'accord, serait hein, fou. son interview, elle est hyper touchante et elle est très intéressante. Et son histoire, c'est un nouveau rappel d'à quel point la NBA, c'est l'élite de l'élite. Et quand on parle d'élite, on Complètement. parle pas seulement d'un point de vue technique, on parle aussi en termes de mentalité. Et d'ailleurs, Austin Reeves l'a également évoqué C'est vrai. au détour d'une conférence de presse où un journaliste, évidemment, lui a posé la question lambda de alors ça fait quoi de jouer avec LeBron? Et bah, ce que ça fait de jouer avec LeBron, c'est que tu comprends ce que ça demande de gagner, en fait, quoi. C'est ça le truc le plus important, en fait. C'est que LeBron a appris à Austin Reeves, bah, si tu veux garder ta place en NBA, tu dois faire ce qu'il faut pour ça. Et ça veut pas seulement dire réaliser des bons matchs le soir sur le parquet, ça veut aussi dire faire tout ce qu'il faut en termes de travail, de préparation physique, mentale, d'hygiène de vie, d'éthique de travail, tout ça doit être maximisé et optimisé le plus possible. Et on se rend pas compte de la montagne que c'est d'évoluer dans cette ligue, quoi. Mais c'est C'est clair, pour ça que ça nous fascine aussi, tu vois. C'est mais parce c'est que, pas pour rien qu'on dit que comme tu dis, LeBron c'est est un l'élite de cyborg, l'élite, quoi. quoi. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Et LeBron est un cyborg parce que la vie de LeBron, bah, c'est la NBA, en fait, quoi. C'est tout dans sa vie est calculé pour être performant sur le parquet. C'est hallucinant. Ouais, c'est tout à fait vrai. On va terminer ce podcast en prenant des nouvelles des deux agents, enfin des deux agents libres. Ils sont pas agents libres, Ouais, j'ai cru que tu justement. allais dire de leurs agents, justement, parce qu'effectivement, Non, ce serait alors pertinent. justement, James Harden, c'est peut-être ce qu'il aurait dû faire en fait, toutes ces années. Plutôt que de faire le mariole et de faire n'importe quoi et de prendre des décisions à la con, il aurait peut-être dû prendre un agent qui lui aurait dit, écoute James, si tu veux toucher ton argent, il va falloir que tu arrêtes d'avoir la bougeotte en permanence, quoi. Ouais, et puis il faut arrêter d'aller au strip club le soir, quoi. Il vaut mieux se Oui, bon, ça préparer, en fait. aussi, mais bon, ça, à la Hein. limite, c'est sa vie personnelle, il fait ce qu'il veut. Mais il aurait probablement il aurait probablement dit, écoute, tu vois le contrat qu'ils te proposent, les Nets, là, tu devrais le signer.
tu devrais vraiment signer ce contrat-là. Et après, éventuellement, tu partiras si tu as envie de partir. Mais d'abord, tu prends l'argent. Et c'est pas ce qui s'est passé. Et je veux dire, aujourd'hui, on a beau retourner le problème dans tous les sens. On a beau dire, ouais, mais attends, les Sixers, Daryl Morey, ils ont pas tenu parole et tout. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, la NBA. C'est un business, le truc. C'est une industrie. C'est un truc. Si Harden ne commande pas de contrat, si personne n'a envie de le signer, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si personne n'est prêt à se saigner pour le faire venir dans son club, le marché est tel qu'il est et personne peut reprocher à Daryl Morey. Enfin, je veux dire, il n'y a pas je te crache dans la main, on se serre la main et puis croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Ça se passe pas du tout comme ça, la NBA. Et là, le fait que James Harden ce soit. Donc, les dernières nouvelles, c'était ça. James Harden se rend en Chine et dit ouvertement 2 fois face caméra Daryl Morey est un menteur et jamais plus je jouerai dans un club dans lequel il est embauché, quoi. Quand tu as vu C'est... ça, Charlie, moi personnellement, j'étais absolument sur le sol, quoi. J'étais à la fois en train de rire et à la fois en train de me dire, mais c'est grave de dire ça. C'est totalement irresponsable de dire ça. Oui, mais c'est la conséquence de ce qu'on observe et qu'on critique depuis des années, à Et savoir c'est qu'aujourd'hui stupide de en dire ça NBA, parce que, bon. oui, mais aujourd'hui en NBA, le pouvoir, il est entre les mains des joueurs, et donc moi, ça m'étonne. Alors déjà, ça m'a beaucoup fait Mais il n'est rire, pas mais entre les mains d'Arden, le pouvoir. Il a quel pouvoir, là? Il a aucun pouvoir. Et c'est suicidaire ce qu'il est en train de oui, faire. mais justement, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce qu'il est Parce qu'il persuadé d'avoir le pouvoir, en fait. Et Il est parce qu'il est persuadé. persuadé qu'il est encore un mec qui vaut le max, Oui, alors alors ça, que c'est oui. probablement pas le cas. Ah non, bah c'est pas. Ah, tu peux enlever le probablement de ta phrase. Attends, ça va, on les regarde les matchs quand même, hein. Non, mais il y a des gens qui On arrivent à sait- se convaincre en disant ouais, attendez, c'est lui qui était le meilleur passeur de la ligue l'an dernier. Il a quand même fait des bons matchs face à Boston avec Philadelphie. On peut trouver 10 000 exemples d'arguments qui te vendraient Harden comme l'élite, enfin le haut du panier de toute la NBA. Ouais, il faut vraiment être de Non, non, mais mauvaise foi. Je suis désolé, mais d'accord. il faut vraiment être Mais de mauvaise je foi. veux dire, James Harden a quand même évolué avec un joueur qui s'appelle Russell Westbrook, qui jusque-là est au contrat max et qui aujourd'hui vient de signer pour le minimum aux Clippers. Et j'ai envie de dire que dans l'avenir de James Harden, c'est plus ça qui est en train de se profiler que le contraire. Ouais, après Westbrook, il a l'air d'être Peut-être vachement. que j'y vais un peu trop fort, mais, Non, mais après, mais Westbrook a l'air d'être beaucoup plus heureux au minimum chez les Clippers que très bien payé chez les Lakers, bah hein. lui, il a Ça, pris ça, on peut le l'argent. dire. Lui, il Ouais, a ouais. signé son chèque, il a eu son contrat et il a eu l'argent. Non, mais en fait, c'est catastrophique l'attitude d'Arden, ça c'est clair. Et d'ailleurs, il s'est pris une belle amende. Je crois qu'il a pris l'amende maximum prévue par le CBA. Mais tu vois, en fait, Et il y a surtout quand que même un truc. pour la NBA, mettre les doigts sur cette histoire de Daryl Morey, de la Chine, et de ce qui s'était passé à l'époque où il était aux Rockets. Je veux dire, faire ça pour la NBA, je veux dire, il faut se rendre compte de la crise que ça a été en termes de communication pour la NBA, ce truc-là. Ça a Tout à été fait. colossal en termes de. On va essayer de gérer le truc le mieux qu'on peut en ménageant la chèvre et le chou, en ménageant les finances et notre image. Enfin, c'est un pot pourri de trucs que la NBA ne souhaitait pas sur lequel la NBA ne souhaitait pas du tout remettre les mains. Il voulait pas remettre les mains dans le cambouis et James Harden a dit attendez, je ramène le bidon d'huile, quoi. Oui, alors ça, je suis bien d'accord, mais en fait, moi, pour moi, c'est vraiment, vraiment la conséquence de ce qu'on voit depuis des années, où vraiment les joueurs, aujourd'hui, se permettent quand même énormément de liberté sur leurs Mm. contrats, sur leurs exigences de départ, et on a souvent été très positif sur le bilan d'Adam Silver. Moi, pour une fois, je vais être un peu critique, je trouve qu'il est beaucoup trop tolérant avec les caprices des joueurs, je trouve qu'il n'est pas assez dur, et là, je pense vraiment qu'on atteint un point où les joueurs sont beaucoup trop persuadés de pouvoir faire régner leurs lois quand ils veulent et où ils veulent, et je pense que c'est très mauvais pour la NBA. Maintenant, il y a quand même un truc que je veux dire, c'est que là, on ne parle que d'Arden, parce que évidemment, il y a cette déclaration qui est Mm. complètement hallucinante, etc., etc. Non mais attends, dans l'absolu, je suis désolé, mais Oui. est-ce que Lillard est plus exemplaire? Quand il a demandé son trade, on sait Toi, non mais tu attends, fonces sur Lillard. on sait très bien, on le sait aujourd'hui, ça a été reconnu publiquement, même par Oui. son agent, Aaron Goodwin a pris son téléphone pour expliquer à toutes les franchises intéressées que Mm. son joueur ne voulait que Miami et que toute autre équipe qui le récupérait n'y gagnerait qu'un, je cite, joueur mécontent. Je suis désolé, mais alors la forme est peut-être beaucoup plus soignée
que sur le cas Harden, qui a complètement craqué en Chine, mais le fond est le même. C'est une manière de mettre Portland dos au mur et de les pousser à négocier au rabais, et c'est pas bien, ça n'est pas bien. Je Et suis je suis d'accord. désolé, mais la Mais réaction de la Ligue qui a fait un rappel à l'ordre, je suis d'accord avec c'est pas ça. assez, c'est pas La assez. Ligue fait un rappel à l'ordre concernant Lillard, mais on laisse Lillard 2 secondes de côté parce que je voulais qu'on parle de Lillard juste après. Ok. Juste pour terminer sur Harden. Tu peux dire qu'Adam Silver ne fait pas ce qu'il faut, mais n'empêche que la nouvelle convention collective qui va gérer les contrats NBA aujourd'hui est censée prémunir les clubs de ce genre de comportement. Et Harden, on va voir s'il se présente ou non au training camp, comment ça va se passer, est-ce qu'il va jouer et tout. 2 choses. Aujourd'hui, s'il ne se présente pas au training camp et qu'il traîne des pieds ou qu'il ne joue carrément pas, c'est très dommageable pour son avenir et il laisse les Sixers, pour le coup, décider de ce qui va se passer à l'avenir. Ah, ça serait une façon comment dire, de mettre en pratique cette nouvelle clause de la convention collective. On verra ce qui va se passer. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir, mais il y a ça sur le tableau, enfin sur la table aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. James Harden, est-ce qu'on est d'accord, Charles, que aujourd'hui sa meilleure option, c'est quoi? Il y en a- Est-ce que c'est d'attendre un miracle, un transfert qui manifestement ne viendra pas? Ou est-ce que c'est de jouer, de dire je vais prouver à tout le monde, à une équipe potentielle, essayer de les convaincre que je suis capable encore de jouer, d'être efficace, d'apporter tout ce que vous recherchez et de mériter un salaire le salaire que j'attends en conséquence? Pour moi, il n'y a quasiment aucune autre option qui s'offre à lui. Ah mais ça c'est clair, il y a même pas débat. Je suis d'accord Et avec toi, c'est une j'ai évidence. même envie de te dire que, voilà, aujourd'hui, on pourrait presque, si on a envie d'être un peu plus, d'aller plus loin dans la provocation, parce qu'il l'a laissé entendre aussi pendant son voyage. Alors, c'est peut-être juste un coup de promotion, mais j'ai envie de dire, on n'est pas à l'abri que dans 3 ans, 4 ans, James Harden, il joue en Chine, quoi. Ou c'est peut-être là qu'il recoupera son argent, l'argent que aujourd'hui, je vois pas quelle équipe va aller donner la somme qu'il attend. Je trouve que en évoquant 3-4 ans, t'es hyper optimiste, hein. Je veux dire, Mais Harden aujourd'hui, il a 34 ans. c'est ça s'il retrouve la raison et qu'il comprend que c'est pas du tout l'ambiance. Tout à l'heure, quand je te parlais des agents, Harden, il a longtemps opéré sans avoir un agent concret qui gère ses affaires. Il a refusé, on l'a fait, le dernier podcast qu'on a fait, toi et moi, avant de terminer la saison 5, là, après fin juin, enfin début juillet, c'était le 8 juillet, le dernier numéro. Je t'ai parlé de ça, du fait qu'il a refusé le contrat max aux Rockets, qu'il a boudé, qu'il a demandé son transfert, il a été transféré, il est parti aux Nets, les Nets qui étaient prêts à lui signer son contrat max, il a boudé, il a été transféré, et le voilà désormais à Philadelphie. J'ai presque envie de dire que ce train-là, il est passé pour James Harden. C'est très probablement le cas. Et tu peux me dire, on peut enlever le probablement. Ouais, c'est en fait. Mais à mon avis, il ne recoupera jamais son argent. Et là, tu sens qu'il est amer parce il est en train de réaliser que potentiellement, il n'aura jamais l'argent qu'il estime mériter. Non, mais en fait, enfin, moi aujourd'hui, j'ai du mal. Enfin, sans même parler d'argent. En fait, sans même parler d'argent, dans combien de temps est-ce qu'on revoit Harden sur un parquet NBA? Mais je sais pas, c'est ça. Mais c'est le dossier de la rentrée. C'est que va faire Harden. Parce que s'il ne se présente pas, les Sixers auront le droit de dire attends, de bloquer son avenir en NBA. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. C'est complètement ça qu'ils seront en mesure de faire. Et là, je reviens un peu sur Adam Silver. Quand je dis qu'Adam Silver n'est pas assez dur, tu vois, c'est. Je compare pas du tout les deux situations, mais rappelle-toi de Ja Morant. Au début, on disait Adam Silver n'est pas assez dur avec Ja Morant, ça ne changera absolument rien à la situation. Et on a vu que ça n'a rien changé et que ça s'est même empiré. Aujourd'hui, est-ce que vraiment le moyen de faire comprendre les choses à Harden, c'est juste de lui foutre une amende? Mais ça ne va Je rien sais pas si c'est changer. Adam Silver d'intervenir directement là-dedans. Bah là, en l'occurrence, si, parce que ce que Harden fait, c'est. Enfin, Harden, en fait, c'est totalement contraire au CBA, en fait, ce qu'il fait aujourd'hui Harden. Oui, De voilà. dire je Et refuse de jouer ça. pour cette équipe, etc. Ben mon gars, en fait, Adam Silver, c'est un gentil. il est dans la team avocat. Enfin, c'est un Oui, mec. bah oui.
c'est un mec, il est là parce qu'il connaît le droit de A à Z, quoi. Il connaît, il connaît toutes les clauses des contrats, et c'est Il comme lui ça manque que un ça peu se... de vis, quoi. Et c'est comme ça que ça se passe. Et tu vois bien que dès qu'il y a des remontrances qui sont faites aux joueurs aujourd'hui, notamment les stars, tu as tout de suite le syndicat des joueurs, et à juste titre, qui intervient et qui dit non, on n'est pas d'accord sur la façon dont ce dossier-là est géré. Ok, mais James Harden, là, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'Adam Silver vienne et, et comment dire, intervienne dans ce dossier. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir comment, parce que je pense pas que la NBA, là, aujourd'hui, enfin, clairement, ils vont pas prendre le parti de James Harden, vu son Ah, c'est pas possible. comportement C'est pas possible, ouais, et bah les oui. propos qu'il a tenus en Chine. Il s'est complètement grillé, en fait, là. Là, c'est impossible que quelqu'un du côté de la NBA vienne lui tendre la main, quoi. Ah bah, c'est clair. Après, bon, je pense qu'il préfère toujours des résolutions qui se fassent dans le calme et la sérénité. Euh, c'est pas parti pour, en tout cas. On Bah verra ce que non, ça donnera avec... non. Mais non, parce qu'il a mis le feu aux poudres, en fait. complètement. En fait, c'est ce qui est complètement débile dans cette déclaration qu'il fait en Chine, c'est que cette déclaration, elle ne change rien, elle n'améliore rien. Enfin, je veux dire, quand je dis elle ne change rien, c'est elle ne change rien en positif pour lui. Elle Non. n'améliore aucunement la situation. Par contre, au Elle contraire, n'améliore pas ça son le image grille. vis-à-vis des autres clubs. Non, mais c'est ça. Il s'est compromis à tous les niveaux, Exactement. En fait, il s'est tiré une balle dans le pied. dans les deux pieds, Ouais, dans les deux pieds, ouais. juste avant de courir un 100 mètres. Parce que là, c'est ce qu'il veut. Je suis pas Lui, sûr qu'il soit capable de courir dans 100 mètres, là. il voudrait que au plus tard, à l'été 2024, donc la prochaine intersaison, il signe un contrat hyper lucratif. Et je pense que Chez quelque les part, Clippers. l'autre fois, j'ai entendu, je sais plus c'était quel podcast, je crois que c'était le podcast de Bill Simmons, où son invité disait James Harden qui regarde Kyrie Irving signer un contrat de 3 ans plutôt bien fourni à Dallas, il a dû se dire mais attends, mais pourquoi moi j'ai pas ça, quoi. Mais c'est pas Ouais. du tout la même histoire, c'est pas du tout la même trajectoire, et c'est pas, enfin, voilà, c'est pas comparable. Mais bon, va savoir ce qui se passe exactement dans la tête de James Harden. Pour passer à Lillard et définitivement clôturer ce podcast sur le cas Lillard, on a su cet été ce que tu viens de dire, que Lillard, tout d'un coup, son agent était là en train de dire attendez, si vous faites quoi que ce soit, vous récupérez un joueur qui n'est pas content, tout ça, donc ne faites pas des pieds et des mains pour le faire venir chez vous. C'est quoi l'autre réalité, Charlie, du cas Lillard, j'ai l'impression, et c'est Brian Windhorst qui l'a laissé entendre, Wojnarowski d'ESPN aussi, comment il s'appelle, Shams Charania de The Athletic aussi, ils ont tous dit plus ou moins directement que grosso modo, le marché pour Lillard, il n'y a pas 36 000 personnes qui se bousculent pour le faire venir dans leur club. Bah, en fait, La seule offre extrêmement concrète qui est sur la table, c'est Miami. Et les autres, ils sont plutôt timides. et oui, mais c'est normal, en fait. Enfin, c'est compréhensible. Enfin, dès lors que Aaron Goodwin, donc l'agent de Lillard, a pris son téléphone pour aller appeler toutes les franchises et leur dire, si vous faites ça, ce qui est quand même, c'est un trade qui est important, Lillard, tu le fais pas venir contre 3 cacahuètes, quoi. Si vous faites ça, vous allez récupérer un joueur mécontent avec tous les sous-entendus que ça implique. Là, il y a Mark J. Spears, il y a une heure et demie, qui a expliqué que Jason Tatum avait appelé Damian Lillard pour essayer de le chauffer à rejoindre Boston, mais qu'il n'y a pas il n'y a même pas Mais de oui, débat possible, il quoi. n'y a pas de deal, à moins que tu te... Lillard ne veut que Miami. Hmm. Bah, ouais, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Enfin, alors après, on peut faire un grand débat sur est-ce que c'est normal qu'en NBA, en 2023, les joueurs ne puissent pas choisir leur destination? Est-ce que c'est normal Bah oui, qu'un à partir du moment matin... où tu as signé un contrat, je veux dire, il lui reste 4 ans et plus de 175 millions de dollars, je crois. Oui, non, mais voilà, c'est ça, en Et fait. tu prends l'argent, il y a un moment, enfin, voilà, t'es Non, mais pas c'est ça. maître, tu peux pas être maître de ton destin. Oui, mais si tu Et veux, on Portland peut ne évoquer... lui doit rien. Et je veux dire, ils l'ont payé, ils lui ont offert le contrat qu'il exigeait. Mais Voilà. en tout cas, c'est clair qu'ils n'ont pas à hypothéquer leur futur, enfin leur avenir à moyen terme, juste pour satisfaire ses caprices. Non. Et c'est tellement décevant, parce que Lillard, ces dernières années, il a tellement tenu des discours qui, aujourd'hui, avec le recul, quand tu lis les déclarations qu'il a fait et que tu compares avec sa situation, bah, c'est un peu moralisateur et c'est complètement à côté, parce que bah, il n'a pas été capable d'appliquer ce qu'il Hmm. préconisait, lui, jusqu'au bout. Donc,
Mais ouais, non. C'est très compliqué dans ces cas. C'était sûr et certain que ça allait tourner au vinaigre, ces négociations. Je Ouais. voyais, enfin, il y a peu d'espoir que ça se passe sereinement et que tout le monde allait se taper dans le dos en se disant ah super, c'était génial, merci Non, mais beaucoup. Miami va finir par réussir à le faire venir. La seule question, c'est à Je quel pense point. aujourd'hui de toute façon c'est qui va récupérer Tyler Hero pour filer des Des choix de pics de draft à draft Miami, c'est ça. à Portland. Ouais, à Portland via Miami, quoi. Mais Voilà, ouais, ouais. non, bien sûr, c'est clair, Au c'est final la c'est grande ça la question. question. C'est Donc ça. Sachant que de toute façon, Miami, des choix de draft, ils en ont pas besoin, puisque même sans drafter, ils te prennent des mecs qui sortent de nulle part et ils en font des starters NBA, donc y a pas de problème. Mais et t'as Nikola Jovic qui est en train de faire une Coupe du Monde absolument incroyable. Ça se trouve, ça va devenir la pièce centrale de ce transfert. ah bah de toute Je façon, plaisante. non mais en tout cas, c'est clair que parmi les très rares assets de Miami, Nikola Jovic est intéressant. Ça c'est une Oui, certitude. Il a un joueur intéressant. profil. Tout à Ouais, fait. il a fait une très bonne Summer League. Enfin voilà, il a montré des choses. On sait très bien que c'est un des rares profils jeunes et intéressants dont dispose Miami. Mais le problème aujourd'hui pour Miami, c'est les choix de draft. Tu l'as dit, il faut trouver une équipe qui acceptera de récupérer Hero contre des choix, quoi. Ah ouais, ils cherchent Pas même gagné. plusieurs équipes qui seraient d'accord pour leur fille. Enfin, ils veulent faire une OKC Thunder, quoi. Ouais. Compiler les. On parle pas de Giannis Antetokounmpo qui a racheté des parts dans le club de golf de Los Angeles et que maintenant qu'il a dit qu'il savait pas s'il allait re-signer à Milwaukee, tout le monde est en train de projeter des transferts entre Giannis Antetokounmpo et comment il s'appelle, Anthony Davis. Non, on va pas parler de ça, non. Bon, non, enfin, c'est C'est la pas. fatigue, ça. Ouais, ouais, non. C'est bon, on a eu assez d'histoires de trade. Ouais. En tout cas, Milwaukee, on en reparlera parce que c'est pas anodin les propos de Giannis Non, Antetokounmpo. c'est clair que c'est pas anodin. Mais alors C'est là, une de des toute façon, premières fois qu'il laisse la porte ouverte quand tu l'entends parler, tu te dis oh, demain il part, c'est pas grave. non. Mais de toute façon, parmi les superstars de la ligue Enfin, pour lui, je veux dire. Hmm. dont on va parler dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est pas le seul, hein, parce que là, on parlait d'Arden. Joel Embiid, là, la situation, ça doit le faire bouillir, quoi. Ah, mais dans le dossier Harden, je le dis depuis le départ, le plus intéressant et le plus important pour Philadelphie, pour Daryl Morey aujourd'hui, C'est Embiid. c'est pas James Harden. Ah non, Je non. pense qu'ils sont. Enfin, ils s'en cognent pas, mais le plus gros problème, son plus gros problème, c'est Joel Embiid. Et oui, mais le problème, c'est que en fait, Harden pourrait être tu vois, le déclencheur, en fait, quoi. Enfin, pas Harden en lui-même, mais la situation d'Harden et les conséquences pour la franchise, ça pourrait être le déclencheur d'une situation terrible pour Philly. Une ironie incroyable que Daryl Morey vit et meurt avec James Harden, quoi, Bah, dans cette histoire. c'est son choix, hein. Non, mais c'est son choix, Honnêtement, hein, mais c'est son choix. je trouve ça assez fascinant. Il y a un documentaire à faire sur cette histoire, quoi, sur leur histoire, sur la façon dont ils se sont retrouvés, la façon dont Daryl Morey a, coûte que coûte, toujours attaché son destin à celui de James Harden après le passage à Houston et que là, ça se finit en. Ouais, alors Ah, moi j'en ferais ça se plus finit un très mal, épisode quoi. des Feux de l'amour plutôt qu'un documentaire, je t'avoue, hein, mais oui, non, mais évidemment, c'est ridicule. Ouais. Alors, Ah, à je ton te avis, jure. est-ce que Daryl Morey a supprimé toutes les photos avec James Harden de son Facebook? Ouais, Ouais, c'est un peu ridicule tout ça. Mais bon, ouais après, voilà, c'est hein, vrai. quand Morey a absolument voulu faire venir Harden à Philadelphie, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui avaient des doutes, quoi. Ouais, complètement, ouais. Complètement. On avait Mais déjà parlé de ça, de son côté un peu imprévisible et mon Dieu qui nous a donné raison. ouais, Merci c'est ça. Charlie, Bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir c'était comme un plaisir de toujours. te retrouver, mais grave, et on se retrouve très très bientôt pour un prochain numéro, ok? Avec plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, on reprend la saison, j'espère que ce numéro vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine, on reprend les bonnes habitudes semaine après semaine, un nouveau numéro du NBA Corner podcast, donc je vous dis à la semaine prochaine, à ciao, bye bye, passez un très bon week-end, à ciao.